Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Nous commençons par le sommaire. À moins de 24 heures du match Maroc-Namibie, Hervé Renard a tenu cet après-midi une conférence de presse. Le coach des Lions de l'Atlas a fait le point sur la préparation de son équipe pour son premier match de la CAN 2019. Les Mauritaniens se sont déplacés ce samedi aux urnes pour élire le successeur du président Mohamed Ould Abdelaziz. 1,5 million d'électeurs ont voté pour départager les 6 candidats en lice. La démocratie en Afrique, un sujet débattu par un aréopage de spécialistes de tout le continent. C'était lors d'un colloque à Azela, marquant l'ouverture de la 41e édition de son Moussem culturel international. Du flamenco pour le lever de rideau de la 18e édition du festival Mawazine, le ballet flamenco des Andalucía a offert aux mélomanes une belle soirée au théâtre Mohamed V à Rabat. Nous commençons ce journal du Caire où la CAN a débuté hier. Le Maroc jouera demain face à la Namibie à 15h30 heure marocaine. Et comme le veut la tradition, à la veille du premier match, Hervé Renard a tenu une conférence de presse dans laquelle l'entraîneur des Lions de l'Atlas est revenu sur les points essentiels de sa sélection dans cette compétition. Adil Utete et Amin Haddo ont assisté pour nous à cette conférence de presse. Hervé Renard s'est livré au jeu des questions-réponses avec la presse. Cette conférence est la première depuis l'arrivée du contingent national en Égypte. L'occasion de questionner le sélectionneur sur le premier adversaire du Maroc en phase de poule, la Namibie. En 2008, j'étais entraîneur adjoint du Ghana, premier match de la CAN. Ghana, pays organisateur contre la Namibie. Et ce match avait été tout sauf simple. Donc il faut s'attendre au même genre de match demain. À nous de le rendre plus facile. Il sera plus facile si on est capable de se le rendre plus facile. I know Namibia because I have a chance. Je connais la Namibie. J'ai eu l'occasion de l'affronter 3 fois par le passé. Je sais qu'il ne faut surtout pas sous-estimer cette sélection. I won't underrate this team. Ne pas sous-estimer son adversaire passe par le fait de le confronter à la meilleure formation possible. Celle du Maroc est presque complète. Belhanda risque de céder sa place de titulaire dans l'entrejeu. Le numéro 10 souffre d'une double torsion de la cheville. Donc hier, il a fait que du vélo pour ne pas poser son pied au sol, par précaution. On va voir s'il est capable de s'entraîner aujourd'hui. S'il est capable de s'entraîner, tout le monde est prêt. Un ultime adversaire se dresse devant les participants à cette CAN, la chaleur. Elle avoisine les 35 degrés en cette période de l'année. C'est des conditions qui ne sont pas faciles, notamment en première mi-temps. Je pense qu'en deuxième mi-temps, il fera meilleur, mais il faut gérer ce paramètre qui est important. Et pour bien le gérer, il faut s'appliquer techniquement, ne pas faire trop d'erreurs techniques pour ne pas puiser trop dans les ressources et puis bien sûr faire la différence le plus rapidement possible, ça aide. La messe est dite. Reste à savoir si les Lions de l'Atlas arriveront à surpasser tous ces obstacles. Et l'équipe nationale peut compter demain sur les encouragements de millions de Marocains qui auront les yeux rivés sur leurs écrans. Les plus fervents sont même partis au Caire soutenir les Lions de l'Atlas. Ils continuent d'y affluer jusqu'à maintenant. Et aujourd'hui, ils étaient nombreux à se procurer les billets du match de demain dans les guichets de billetterie de la capitale. Adil Utete. Nous sommes au complexe Shams Lil Al-Ab, l'un des différents points de vente des tickets des matchs de la Coupe d'Afrique des Nations. Il y a de plus en plus de demandes à 24 heures du match. Les Marocains ont répondu présent. On est plein d'espoir pour remporter, Inch'Allah, la Coupe. Je crois que tout a été fait pour. On espère, nous on est derrière, tout le Maroc est derrière. Nous sommes en Égypte pour encourager notre sélection nationale. L'ambiance est très bonne, les Égyptiens nous ont bien accueillis. Les supporters sont présents en force. La plupart est arrivé hier à bord de plusieurs vols spécialement affrétés pour la CAN.
Ils ont traversé le nord du continent d'ouest en est pour supporter la sélection. Nous avons atterri très tard hier soir, tout s'est bien passé. Là, nous sommes en train de récupérer nos fans Haïdi. Bonne chance au 11 national. L'optimisme règne au sein des supporters. Notre rêve, c'est de ramener la coupe au bercail. Certains ne tarissent pas d'efforts pour venir assister le 11 national. Le 12e homme est arrivé. Reste à tout faire pour ne pas le décevoir. Et ce match qui polarise toutes les attentions se jouera au stade Salam, dans la capitale égyptienne. Il s'agit de l'un des 3 stades Kérot de cette CAN 2019. Il a été édifié en 2009 et peut accueillir jusqu'à 30 000 personnes. En moins d'une semaine, un deuxième pays retire sa reconnaissance de la pseudo-raste. Après la Colombie, c'est la Barbade qui apporte son soutien au Maroc concernant le dossier du Sahara. L'annonce a été faite par le chef de la diplomatie de ce pays des Petites Antilles, Jérôme Valcott, hier à Rabat. Il a rencontré son homologue marocain Nasser Bourita, qui a également eu des entretiens avec la première ministre des Barbades. Cette dernière a aussi été reçue par le chef du gouvernement, Saadetdine El Othmani. Rabat et Bridgetown se sont mis d'accord pour coordonner leurs actions en vue de promouvoir la coopération entre l'Afrique et les pays des Caraïbes. Les Mauritaniens se sont déplacés ce samedi aux urnes pour élire le successeur du président Mohamed Ould Abdelaziz. Ce scrutin doit marquer la première passation de pouvoir entre 2 présidents élus dans ce pays de 4,5 millions d'habitants, secoué par de nombreux coups d'État de 1978 à 2008. 6 candidats sont en lice pour ces élections. Mehdi Soufiane. Les bureaux de vote ont ouvert à 7 heures ce matin. Plus d'1,5 million d'électeurs mauritaniens sont appelés aux urnes après 2 semaines de campagne marquées par de nombreux rassemblements électoraux, notamment dans la capitale Nouakchott. Ils vont départager 6 candidats à la succession du président Mohamed Ould Abdelaziz. Je suis là aujourd'hui pour répondre à mon obligation civique comme tout citoyen et je remercie Dieu que tout se passe bien. Je suis venu tôt ce matin, j'ai voté, tout s'est bien passé. C'est bon. Les différents candidats se sont succédés dans les bureaux de vote pour accomplir leur devoir électoral. Une commission nationale indépendante supervise ces élections. Un deuxième tour aura lieu si nécessaire le 6 juillet prochain. Les électeurs doivent choisir celui qui sera un bon président pour le peuple et pour le pays et qui mènera la Mauritanie sur la voie de la sécurité et de la stabilité. Les premiers résultats de l'élection présidentielle mauritanienne devraient être annoncés en début de semaine prochaine. À Paris, un incendie a fait 3 morts hier. Le feu s'est déclaré dans la cage d'escalier d'un immeuble de 6 étages tôt le matin dans le 11e arrondissement. Une jeune femme s'est défenestrée et 2 autres personnes ont été retrouvées mortes dans leur appartement. 27 personnes, dont un sapeur-pompier de Paris, ont été légèrement blessées. Et toujours à Paris, la mairie a annoncé l'activation du niveau 3 sur 4 dans la capitale à partir de demain face à la canicule qui s'annonce. Ce jour-là, les températures commenceront à monter fortement. Les prémices d'un épisode exceptionnel qui doit durer au moins 6 jours selon Météo France. La chaleur commence aussi à se faire sentir au Maroc depuis quelques jours. Le mercure continue de grimper, en particulier dans le sud. Et dans les régions où il n'y a pas de plage, on cherche la fraîcheur dans les lacs et les rivières. La baignade peut être dangereuse dans ces régions qui ne sont pas surveillées. Abdsamad Taab. Les retenues de barrage sont dangereux pour la baignade. C'est le message porté durant ces journées de sensibilisation sur la prévention des noyades, une campagne destinée aux habitants de la ville de Rachidia. Le barrage est dangereux. Nous avons déjà été témoins de plusieurs cas de noyades là-bas.
Le danger de ces lacs réside essentiellement dans la densité de leurs eaux et de leur profondeur, dépassant parfois les 100 mètres. Il s'agit surtout de grandes quantités de vases et d'obstacles naturels qui réduisent les chances de survie en cas de noyade. 29 cas de noyade sont enregistrés annuellement dans les retenues de barrage. Malgré qu'ils présentent en apparence toutes les qualités de lacs sans danger, ils contiennent par contre de grandes quantités de boue. Plusieurs cas de noyade ont été enregistrés à Ouadziz et également dans la région d'Erfoud. Cette initiative a été lancée par l'agence du bassin hydraulique de Gir Riz Ziz en partenariat avec les autorités locales et les services de la protection civile. Elle se poursuit jusqu'au 23 juin. Xylella fastidiosa, c'est le nom d'une bactérie qui s'attaque à plusieurs espèces de végétaux, plus de 350 notamment les oliviers et les vignes. L'ONSA a mis en garde contre cet organisme qui se répand dans les pays méditerranéens et représente une menace pour le patrimoine végétal national. Des mesures ont été prises pour éviter son expansion. Reportage Isa Chalqi. Xylella fastidiosa, cette bactérie tueuse de végétaux est la hantise des agriculteurs. Elle s'attaque à plus de 350 espèces telles que la vigne, l'olivier ou encore les agrumes, bloque la sève de la plante et la dessèche jusqu'à la faire mourir. La bactérie qui a touché plusieurs pays, notamment méditerranéens, représente une menace pour le patrimoine végétal national. Les agriculteurs sont sur le qui-vive. Pour combattre cette bactérie, nous avons opté pour une stratégie préventive. Pour cela, nous avons contacté le département concerné. Nous allons bientôt nous réunir avec eux afin d'identifier le meilleur moyen pour prévenir cette maladie des plantes. Afin de préserver le statut indemne du Maroc de cet organisme de quarantaine, plusieurs mesures préventives ont été mises en place. Parmi ces mesures figure la suspension de l'importation des plantes des espèces hôtes de la bactérie à partir des zones contaminées. L'ONSA a pris un certain nombre de mesures. Il a renforcé le dispositif de contrôle et de surveillance phytosanitaire de cette bactérie. La première mesure importante, c'est le contrôle systématique de toutes les plantes importées. En outre, l'ONSA a pris d'autres mesures, à savoir l'exigence d'une autorisation préalable pour toute importation de plantes ornementales ou fruitières. La troisième mesure, c'est le renforcement du contrôle phytosanitaire à l'exportation. Transmise par le matériel végétal et par des insectes vecteurs, le Xylella fastidiosa est considéré comme étant l'une des bactéries les plus dangereuses pour les végétaux à l'échelle mondiale. Pour endiguer la propagation de ce genre de bactéries, les agriculteurs utilisent des pesticides, une méthode qui n'est pas privilégiée par l'agriculture biologique, qui exclut le recours à la plupart des produits chimiques de synthèse et des organismes génétiquement modifiés. Ce genre de produit devenu très prisé est exposé depuis hier au Salon Bio Expo à Casablanca. 50 exposants participent à cette première édition. Le reportage est de Gélia Benftan, récit Mamadou Diaye. Échanger les bonnes pratiques dans le cadre de partenariat et amener les consommateurs à une meilleure prise de conscience de l'importance du bio, ce sont là les principaux défis de ce salon Bio Expo Maroc. Pour les 50 exposants à cette première édition, les arguments ne manquent pas pour convaincre les visiteurs. Le message porte essentiellement sur une production responsable, respectueuse de la santé publique et de l'environnement. Les légumes sont bio. Il n'y a pas de produits chimiques tels que les herbicides ou les pesticides. On n'utilise que des méthodes naturelles pour la production. Ce que j'ai adoré le plus, ce sont les légumes bio. Donc je me suis dit que je vais en prendre assez pour les tester. Parce que c'est bon pour la santé, bien sûr. Et c'est conseillé par les professionnels de la santé. Le salon est l'occasion de lever le voile sur certaines perceptions du bio, mais également de sensibiliser sur les atouts du Maroc en matière de développement du secteur. Dans ce combat pour une alimentation et une vie saine, le Royaume tient son label. Les gens pensent que tous les produits bio qui existent sur le marché, ce sont des produits importés. Il y a quelques années, c'était le cas. Par contre, aujourd'hui, nous avons, alhamdoulilah, beaucoup de produits bio marocains, à 100% produits marocains, et qui répondent à l'ensemble des normes internationales sur, je dirais, le respect d'une production biologique. Avec ses 10 000 visiteurs attendus, le salon Bio Expo Maroc constitue une première pour les professionnels du domaine. Les initiateurs entendent faire de cette démarche le point de départ vers une consommation bio accessible.
au plus grand nombre. Les murs de la ville d'Azila ont tous été blanchis pour servir de toile aux peintres qui participent à son Moussem culturel international. Les ateliers des peintures murales sont une des nombreuses activités organisées à l'occasion de cet événement. Des colloques consacrés notamment à la démocratie en Afrique sont au menu de cette 41e édition qui a commencé hier. Sderdizina, Mehdi, Sofiane. La ville d'Azila, ses ruelles, ses peintures murales et son festival international dont la 41e édition a débuté par un colloque sur l'exercice démocratique à travers le continent africain. Les participants ont appelé à un diagnostic sans complaisance des dysfonctionnements des expériences démocratiques dans les pays du Sud. Nous avons choisi ce thème pour trouver une voie de salut pour les pays du Sud. Notre espoir est que de nouvelles approches soient mises en place pour éviter certains dysfonctionnements. Le thème de cette année, fardeau de la démocratie, peut paraître un peu provocateur, mais je pense qu'il représente le souci, la quête collective que nous avons pour des formules améliorées de démocratie. Ce débat est l'une des nombreuses rencontres prévues dans le cadre du festival d'Azila autour des thèmes du développement, de l'éducation et de la culture dans les pays du Sud, notamment en Afrique. Ces discussions vont nous permettre de proposer de nouvelles approches et de dépasser certaines conceptions classiques liées à des sujets comme le libéralisme. Le festival d'Azila est pour nous un lieu de dialogue entre les cultures, au-delà des différences et des origines. Le festival international d'Azila se poursuit jusqu'au 12 juillet prochain et prévoit également des expositions, des soirées musicales et des ateliers d'art contemporain. Levée de rideau hier sur un autre événement culturel, un des plus prestigieux du monde arabe et de l'Afrique, le festival Mawazine. Plus de 105 stars internationales se produiront sur ces différentes scènes à Rabat et parmi les soirées programmées pour l'ouverture de la 18e édition, celle du théâtre Mohamed V. Elle a été animée par le Ballet Flamenco de Andalucía, une troupe venue directement de Séville pour galvaniser les amateurs de cette musique et ils n'ont pas été déçus. Rita Saha. Quelques notes de guitare dès l'ouverture du rideau. Une voix rauque et chaude 100% gitana. Le tout accompagné de palmas et de zapateado. C'est là tout le style du ballet flamenco de Andalucía. La troupe venue tout droit de la péninsule ibérique a présenté son dernier spectacle mis en scène en seulement quelques mois. Une chorégraphie signée Ursula Lopez. L'artiste qui a dansé avec la compagnie à ses débuts est passé aujourd'hui de l'autre côté de la scène. Ce que nous présentons, c'est un spectacle traditionnel de flamenco, où il y a plusieurs tableaux de flamenco. On essaye toujours de mettre en avant les petits détails dans la musique, dans les danses, les chants, et vraiment mettre en scène ce que le flamenco a de plus beau. Sur la scène du théâtre Mohamed V, Borja Cortés Pulido a offert au public un beau moment de douceur, un solo de flamenco, accompagné de musiciens. Le jeune artiste originaire de Malaga, qui a rejoint la troupe il y a 3 ans, a dansé pour la première fois dans le royaume, mais également en Afrique. Je suis heureux d'être ici, j'ai adoré la ville. Les gens sont très gentils, très accueillants, surtout quand ils savent qu'on vient d'Andalousie. Et c'est génial vraiment d'être avec la troupe, de voyager avec eux. C'est super. Nous sommes une jeune troupe qui avons vraiment envie de danser et d'apprendre.
La compagnie qui souffle cette année ses 25 bougies poursuit sa tournée dans le monde entier, toujours avec de nouveaux danseurs, chanteurs, percussionnistes, guitaristes. Hier soir, lors de son escale marocaine, le ballet flamenco a enflammé toute la capitale et a laissé aux amoureux de ce genre musical, venus de l'autre côté de la Méditerranée, des rythmes plein la tête et quelque chose d'Andalousie. Direction Fès qui a accueilli durant toute une semaine le Festival des musiques sacrées. Hier, les festivaliers avaient rendez-vous avec l'un des ténors de la Kora africaine, Balaké Sissoko, qui a fait le déplacement depuis le Mali avec sa troupe composée de jeunes musiciens. C'était l'avant-dernière soirée de cette 25e édition qui se termine ce soir. Sarah Jamri, Delis Cohen. Au beau milieu du jardin historique Jnensbil, l'orchestre Balaké sublime la musique malienne. Cet ensemble de kora placé sous la direction du maître Balaké Sissoko n'est pas à sa première prestation devant le public du Festival de Fès des musiques sacrées du monde. Il fait partie du meilleur festival par rapport au monde. Donc la programmation magnifique parce que la musique on donne, ça se construit aussi avec l'endroit. Donc moi je trouve que c'est très important. Un cadre idyllique, des musiciens talentueux et des mélodies somptueuses. Une combinaison qui n'a pas laissé l'assistance de marbre. Le maître qui a joué tout à l'heure en solo, c'était absolument sublime. Et ça, maintenant, avec tout l'orchestre, ça fait rêver, ça fait méditer. Très belle musique, une très belle sonorisation. Le soliste là est magnifique. Virtuose de la kora, instrument de musique originaire d'Afrique de l'Ouest, Balaké Sissoko est descendant d'une longue lignée de griots maliens, un patrimoine qu'il préserve jalousement et transmet aux jeunes générations. Et c'est la fin de ce journal dont je vous rappelle l'une des principales informations. Demain à 15h30, le Maroc affrontera la Namibie. Les joueurs sont sur les starting blocks et à moins de 24 heures de cette rencontre, Hervé Renard a tenu cet après-midi une conférence de presse. Le coach des Lions de l'Atlas a fait le point sur la préparation de son équipe pour son premier match de la CAN 2019. Voilà pour l'information de ce samedi. Merci de votre attention. Vous pouvez revoir cette édition en replay sur le site 2m.ma à 21h15. L'édition en arabe avec Hicham Rafaoui. Excellente soirée à tous et à demain.